est un habitué, est un assassin et des personnes et des textes. Et je peux même dire qu'il est l'assassin de sa propre personne, parce qu'il ne peut que mal finir, tel qu'il se met. Il est en train de préparer son assassinat. Soit qu'il va te pendre désespéré, soit il y aura quelqu'un qui va s'énerver contre lui, moi je ne sais pas. Le zigouiller, quoi. Le verdict de Moukoko est très dangereux pour l'ensemble de la liberté du Congolais. C'est très dangereux parce qu'on n'a pas cherché l'origine des armes pour lesquelles il a été condamné. Les armes qu'on présente comme une pièce qui affirme l'existence du complot. Ben maintenant, mettre la question de comment on appelle, de l'appel de Moukoko au peuple, oui, l'insurrection. Ça, c'est autre chose. Oui, oui. Le véritable problème, le peuple congolais doit se dire, nous, on n'accepte pas le jugement de Moukoko parce que c'est fondé sur quelque chose qu'on ne comprend pas. Oui, oui. Les armes inconnues, ça, on ne peut pas accepter ça. Oui. On ne peut pas accepter qu'on condamne quelqu'un pour les armes dont l'origine est inconnue. Oui. Parce que sinon, c'est tout le monde qui demain peut être arrêté. On arrive ce temps, on trouve une carabine, on dit, on ne sait pas d'où ça vient et tout. Mais c'est même les deux motifs. Pour les Makaya, idem, Okombi Salissa, idem, Moukoko, idem, on retrouve les armes. Oui, tous les procès, ça a été comme ça. Et demain, Dabira aussi, Dabira Paragé, on a trouvé aussi des armes chez toi. Jurisprudence Moukoko, dès qu'on trouve des armes chez quelqu'un, on te condamne. Et toi, au conduit Salissa, demain, on dira, on a trouvé les armes chez toi. Jurisprudence Moukoko, on a trouvé des armes, on te condamne. Je ne cherche pas à savoir d'où ça vient. Donc c'est la nature de ce régime, maître. Oui. C'est un régime qui ne garantit à personne la vie. Oui. C'est pour ça que tout le monde doit lutter pour dire que c'est inacceptable la condamnation de Moukoko sur cette base-là. Donc sur cette base, on doit soutenir Moukoko. On doit condamner le jugement contre Moukoko. Pas de soutenir Moukoko, de dire que le jugement n'est pas inacceptable. Le jugement, peut-être que si on recherche les origines, on peut trouver. Mais pour l'instant, la base de condamnation de Moukoko est inacceptable. Et là c'est un décret, c'est Sassou qui trahit son propre texte. C'est un décret, mais ça dit qu'on devait demander un peu comment ça s'appelle le service. Au Conseil de l'ordre. Oui, qu'on puisse l'arrêter, comme ici, quand un député est en faute, on obtient du Parlement pour le libérer de son mandat de député pour qu'on l'arrête. Là, Sassou, qui a signé le texte, il n'a pas voulu en parler. Le procureur général ou quoi, qui connaît le texte, il n'en a pas parlé. Puis, c'est un texte qui est passé à côté. Mais ça ne m'étonne pas. La violation des textes, Sassou a toujours violé les textes qu'il signe. Pour celui qui ne connaît pas Sassou, il peut s'étonner qu'il ait violé ce décret en question, ce décret de 2001, là, je ne sais pas. 12 avril oui, mais Sassou, il a violé plus que des décrets. Il ne fait que violer des constitutions. Sa propre constitution de 2002, il a violé en 2016. Sa personne. Bamfumu bajimbakana mufukamana bakorobo mubonga vungula yakangamana Kongo munzo jangu Kongo diayika nchana mpyema nkulu ya lemba na banganga Bamfumu bajimbakana mulongo kanzila ya mbongi muzaba nzabulu ya ntumunu gatari ya Kongo jangu Kongo diayika nchana mpyema nkulu ya lemba na banganga Bamfumu bajimbakana munata ntumbu malavu Bawu banata mata matata yolele Echangu Kongo diayika nchana mpyema nkulu ya lemba na banganga Bamfumu babandamana benga baka bashimbi kola Wabandamana benga shimba kola
enchangu bamfumucherika bamana bwa kubenga kongo ncharya tengama oh oh kongo ncharya tengama chala mpemba nkulu yalemba na banganga oh oh kongo ncharya tengama chala mpemba nkulu yalemba na banganga. Bonjour, chers compatriotes. Aujourd'hui, l'association APIC s'est rendue à Nancy pour venir voir en visite le patriarche Maître Moudileno Massengo. Nous qui sommes jeunes, nous sommes venus pour qu'on soit édifiés sur l'histoire de notre pays. Nous sommes à la recherche de ceux qui la connaissent, qui peuvent éventuellement nous édifier. Raison pour laquelle nous sommes venus dans cette belle ville de Nancy, ville à laquelle le patriarche Maître Moudileno Massengo, dont tout le monde connaît, a exercé son métier d'avocat. Donc, nous sommes rassemblés ici autour de cette table avec ses proches et également les membres d'APIC. Alors, Maître, bonjour. Bonjour. Et merci de nous faire cet honneur de nous recevoir chez vous. Nous avons parcouru des kilomètres pour arriver chez vous. Et merci de nous avoir ouvert votre porte et de consacrer cet instant dont je pense est historique, qui va peut-être édifier ceux qui sont à la recherche de la vérité, de la réflexion. Donc nous vous remercions. Au nom d'APIC. Merci beaucoup d'être venu à Nancy. Nancy, c'est une grande étape pour ma vie. Je suis arrivé à Nancy en 1957. Après l'obtention du deuxième bac à Brazzaville qui est à ce moment-là le lycée Savonian de Brazza sous le contrôle de Bordeaux. J'étais donc envoyé en Nancy pour préparer l'école nationale d'outre-mer coloniale. Je devais devenir commandant, préfet, après une préparation de 2 ans et une admission à un concours après 2 ans. Donc en 1957, j'arrive ici en Nancy au mois d'octobre, sans manteau, sans rien, il faisait froid. Et j'étais admis au lycée Henri Poincaré de Nancy pour préparer cette école et en même temps à la fac de droit. Et comme j'étais très amoureux des sciences, des lettres, je m'étais aussi inscrit à la faculté des lettres. Ce qui faisait que le matin, j'allais au lycée apprendre le cours pour le concours, ensuite à la faculté de droit et ensuite à la faculté de lettres. J'ai donc été vraiment imprégné par Nancy. 57. En 58, l'école a été supprimée avec les indépendances projetées d'Afrique. Et j'ai donc continué uniquement à la faculté de droit. Et je me suis préparé à être avocat. Et à la fin de la licence, je me suis présenté au concours pour entrer à la faculté, au barreau de Nancy. Je ne veux pas me glorifier de quelque chose, mais je dois vous dire quand même que je suis sorti major de la promotion pour rentrer au barreau, ce qui a étonné un peu quelques-uns,
en disant comment un gars qui vient d'outre-mer peut-il être major à un concours d'entrée au barreau. Le bâtonnier de l'époque était le plus étonné, il a dit ben non, on ne peut pas l'admettre, on ne peut pas l'admettre. Ils ont refusé de m'admettre donc au barreau de Nancy et j'ai fait appel. J'ai écrit au général de Gaulle pour lui dire mon général, vous arrivez à Brazzaville, moi j'étais tout jeune, je vous ai accueilli à l'aéroport de Brazzaville. Vous avez créé la communauté, moi je ne comprends pas qu'on puisse me refuser d'être avocat. Et le général de Gaulle a saisi son ministre de la Justice, Jean Foyer, qui a écrit au barreau de Nancy que vous devez absolument accepter l'inscription du jeune Moudileno Massengo au barreau. Et je me suis donc présenté à ce procès-là, avec un avocat qui m'a assisté pour dire que les avocats, vous vous êtes trompés en me refusant l'admission au barreau. Alors je me rappelle bien de ce jour, puisque le président a dit, ben, Maître Moudileno, vous voulez prendre la parole ou vous laissez la parole à votre avocat? J'ai dit oui, mais moi je vais quand même m'exprimer avant que mon avocat s'exprime. Alors j'ai dit pourquoi je voulais être au barreau de Nancy. J'avais ce droit, il y avait des accords d'indépendance qui m'autorisaient à revendiquer ce droit-là. Et finalement, le barreau a été battu, j'ai gagné le procès et je me suis inscrit au barreau de Nancy. Puis après, je suis rentré au Congo après le stage, ça vous connaissez, j'ai exercé à Brazzaville, en association avec des avocats français, l'un originaire de Mulhouse, l'autre de Nancy, nous étions trois dans un cabinet. Et puis par la suite, Marion Ngouabi arrive au pouvoir, il m'appelle donc au gouvernement de 68. Moi, je n'avais pas connu Marion Ngouabi, j'avais entendu parler de lui puisqu'il était à Strasbourg. Et lui aussi avait entendu parler de moi par M. Lekunzu, qui était le président des étudiants congolais à Strasbourg. Donc c'est Lekunzu qui a fait la liaison entre Marion Ngouabi et moi pour qu'on se connaisse. Et que voilà, je suis rentré au gouvernement comme une troisième force, parce que je n'étais pas ni dans la JMNR, ni plutôt dans le MNR, ni dans l'armée, ni quoi que ce soit. Donc j'ai connu Marion Ngouabi pour la première fois quand on a siégé au gouvernement. Et je me suis dit, je vais être honnête avec ce monsieur, travailler avec lui honnêtement, dans la mesure où lui se montrera honnête. J'ai donc renoncé à mon métier d'avocat, un métier où il y a cette liberté de parole, cette liberté de penser et tout, pour travailler avec Marion Ngouabi. Alors vous savez la suite, je suis resté 3 ans et demi, 4 ans avec Marion Ngouabi. Et en 72, j'ai dû quitter Marion Ngouabi. Parce qu'il y avait trop de péripéties dans ce régime. Donc je suis venu, je me suis exilé, je suis resté 19 ans en exil. Et ici en exil, j'ai critiqué le régime. J'ai critiqué le socialisme qui se passait au Congo. Et puis j'ai aussi attiré l'attention des Congolais sur la marche chaotique du socialisme congolais, la marche chaotique de Marion Ngouabi, la marche dramatique de Marion Ngouabi, puisque vous savez comment il a fini. Marion Ngouabi, c'est certainement un des hommes politiques que le Congo a eu qui n'a cessé de s'interroger sur lui-même, jusqu'à voir cette dernière phrase de Marion Ngouabi, à force de tomber, de remonter, de chuter, de remonter. Il a eu cette phrase terrible en 77 lorsqu'il a dit « Si ton pays manque de paix durable, le seul moyen c'est de l'apaiser en te sacrifiant avec ton sang. » C'est la phrase d'un homme politique qui ne sait plus où aller,
qui ne sait plus comment finir, sauf par l'acceptation de son propre sacrifice. Et ça, je crois que les Congolais doivent méditer une phrase de cette portée-là. Un homme qui arrive au pouvoir par un coup d'État, qui est resté de 68 à 77, ne savait plus où aller. Il dit, le seul moyen de s'en sortir, c'est de se sacrifier. Et Marion Ngouabi a disparu comme ça. Et moi, j'étais en exil. Et Marion Ngouabi a disparu comme ça. Lui voulait être sacrifié ou se sacrifier. Et il y en a qui ont entendu mal la phrase de Ngouabi et qui en ont profité pour sacrifier Marion Ngouabi et à partir de là s'asseoir au pouvoir, mais en ignorant que lorsque tu t'assois au pouvoir par ruse, par méchanceté, tu ne peux pas du tout y rester. Marion Ngouabi est arrivé au pouvoir par un coup d'État auquel tout le monde s'attendait puisqu'il a été proclamé Moïse. Mais ceux qui ont tué Marion Ngouabi jusqu'à aujourd'hui, depuis 1977 jusqu'à aujourd'hui, ils sont venus par une ruse machiavélique. Ils n'arrivent pas à gouverner. Ils n'ont pas l'honnêteté de Marion Ngouabi de dire « j'ai voulu ceci, je ne réussis pas, je recule. Je vais essayer ici, je ne réussis pas, je vais essayer là-bas. » Ils n'ont pas cet appel intérieur, cet appel du cerveau qui te dit que tu n'as pas réussi, pense à autre chose. Tu n'as pas réussi avec tel programme, choisis un autre programme. Marion Ngouabi, c'est un homme perturbé, un homme à la recherche de solutions. Jusqu'au jour où il prononce cette terrible phrase, je crois que c'est le 8 août ou je ne sais pas quoi, devant l'UREPC. Mars. Mars, oui. Oui, mars. Et puis après, il disparaît. Mais Sassou arrive après Marion Ngouabi. Et regardez aujourd'hui la tragédie que nous avons, c'est que la première chose qui manque à Sassou, c'est d'avoir la dimension de Marion Ngouabi, de l'homme qui s'interroge. C'est ce qui manque à Sassou Nguesso, c'est cette chose fondamentale de l'interrogation sur lui-même, de l'interrogation sur son chemin, d'où je viens, où je vais, quelles étapes je peux rencontrer, où je chute, où je me relève, où je tombe, où je me relève. Il n'a pas ça dans la tête. C'est la tragédie de Sassou Nguesso. L'homme qui ne s'interroge pas sur ses échecs, qui ne s'interroge pas profondément. Donc je crois qu'il ne faut pas que j'aille encore beaucoup plus loin, sinon je vais déjà aborder trop profondément le problème. Donc merci d'être venu pour qu'on soit ensemble, pour qu'on discute, pour qu'on cherche ensemble comment on peut sortir du fond du chaos où Sassou Nguesso nous a plongés. Moi je suis sûr que si Sassou Nguesso avait la trempe de Marion Ngouabi, il aurait déjà remué le fond où il nous a mis, où il a conduit le pays, et il aurait déjà trouvé une solution pour s'en sortir. Comme faisaient nos ancêtres, comment ils nous éduquaient, ils nous ont éduqués par des contes, par des jugements anciens, et nous, le soir au foyer, on apprenait tout ça. Et puis ça signifiait que nous, on devait devenir sages à travers ces contes. Là, vous avez un tableau qui a été fait à partir d'un conte du Poule. Ce conte concerne un jeune garçon qui s'appelait Kebo. Kebo, c'est le briquet. Donc l'intelligence rapide, l'intelligence suprême en quelque sorte. Donc Kebo, dès qu'on lui parlait quelque chose, tout de suite il trouvait la solution. Alors, il y en a qui disaient, ah mais Kebo quand même, attends un peu, grandit un peu, mais tout de suite il trouve la solution. Tu es trop sage et tout, tu es un peu en avance. On lui faisait beaucoup de remarques sur son intelligence trop rapide. Tu es un briquet. Alors Kebo, à force de voir un peu son intelligence toujours interpellée, ramenée un peu au calme,
a décidé de dire, bon, moi je vais quitter les ancêtres, je vais quitter le village de mon père, je vais voyager, je vais aller à l'étranger, je vais aller rayonner en dehors du village, puisque le village me trouve trop intelligent, je veux porter mon intelligence à d'autres. Donc Kebo, tout jeune, il quitte le village de ses parents un beau matin, il voyage pour exporter un peu son intelligence ou son savoir-faire aux autres. Alors il traverse une longue plaine que vous voyez sur le tableau. Au bout de la plaine qui est là-bas au fond du tableau, il arrive en haut, à un moment donné, il voit une rivière en bas. Il dit, bon, je vais peut-être aller me rafraîchir au niveau de la rivière et me reposer un peu. Au moment où il fait descendre vers la rivière, il jette un coup d'œil en arrière, il voit un lion qui vient à toute allure contre lui, sur lui. Mais tu es venu te jeter dans ma gueule. Et puis Kebo, il tient un langage au serpent, dit, mais tu serais imbécile de me mordre, tu serais imbécile de te jeter sur moi, parce que tu vas me perdre, tu ne peux pas me supporter en haut de l'arbre avec le poids que j'ai, tu vas me jeter au crocodile, tu vas me jeter au lion, tu perdras ta victime. Donc Kebo, c'est ça l'intelligence de ce conte. Kebo dit au python, ce que tu veux faire, le mal que tu peux faire, quel bénéfice tu vas en tirer. Puisque moi je tombe en bas, ou c'est le lion qui me prend, ou c'est la pente, ou c'est le crocodile. Donc le gros serpent, le python aussi suspend son désir de tuer Kebo. Et vous avez donc cette situation, les trois prédateurs qui sont là, ils sont neutralisés. Le crocodile et le lion veulent bien dire au python, mords-le et tout, mais le python a très bien compris que si je mords Kebo, il va tomber dans la gueule soit du lion, soit des... Donc c'est la neutralisation entre trois prédateurs. Et Kebo, il est là, il ne sait plus quoi faire. Alors Kebo, il va invoquer les ancêtres. Kebo va invoquer les ancêtres. Là, on tombe dans les prières, dans tout ce que vous pouvez penser. Et c'est à ce moment-là que, comme par hasard, de l'autre rive s'amène l'éléphant. Kebo voit venir un éléphant de l'autre rive. Et à ce moment-là, et le crocodile qui est dans l'eau, et le lion qui est sur la rive au pied de l'arbre, et le python, en haut, il va venir l'éléphant. Donc aussi, ils se sentent maintenant tous les trois neutralisés en disant que l'éléphant certainement va venir au secours de Kebo. Donc l'éléphant, majestueusement avec toute sa puissance, traverse la rivière. Ça mène donc vers le crocodile. Dans l'eau, le crocodile voit venir l'éléphant, le crocodile est neutralisé. Le lion aussi dit, ben, maintenant, si Kebo tombe sur le dos de l'éléphant, je ne pourrai pas le prendre. Donc, l'éléphant s'amène, traverse la rivière, écarte tous les ennemis, et Kebo descend sur le dos de l'éléphant. Kebo est libéré par l'éléphant. Et l'éléphant lui demande, mais comment se fait que tu te trouves sur un arbre isolé comme ça, toi, tu es originaire d'un village que je connais sans doute, c'est, disons, tel village, qu'est-ce que tu viens faire ici, tout ça? Et Kebo raconte à l'éléphant sa tragédie, que moi j'ai un problème d'intelligence et on me reproche ceci, je vous vois, j'ai décidé de m'en aller. Et l'éléphant dit, non, je vais te ramener dans ton village pour que tu aies une intelligence qui se perfectionne dans le village. Si tu as une intelligence trop précoce, et si tu ne comptes que sur ton intelligence à toi, ça risque de te porter préjudice. Regardez ce que tu viens de faire, tu as quitté tes parents, tu es venu, et regarde la tragédie que tu as. Donc l'éléphant prend Kebo sur son dos, et l'éléphant neutralise donc tous les trois prédateurs, et l'éléphant ramène Kebo dans son village natal. Et dans le village natal,
Tout le monde était en deuil, mais le petit a disparu, les petits ont disparu, et aussitôt on voit à l'horizon Kebo sur le dos d'un éléphant. Et là, tout le monde dit, mais c'est pas possible, mais comment un petit sur un animal comme ça, nous les grands, on n'a jamais été sur un éléphant, mais comment Kebo, mais il est super intelligent, et Kebo donc rentre dans le village sur le dos de l'éléphant. Et l'éléphant, il dépose Kebo dans son village, et il donne donc des leçons de sagesse et aux gens du village en disant Kebo est intelligent, mais ne ralentissez pas son intelligence, contrôlez son intelligence. Et toi, Kebo, si tu es super intelligent, contrôle ton intelligence, ne t'enfuis pas. C'est pas parce que les parents te font des remarques sur ta super intelligence que tu dois t'enfuir, demeure et tout ça. L'éléphant donne des conseils et aux parents, aux habitants du village et à Kebo pour que cette intelligence-là marche un peu avec une certaine discipline et du côté des anciens et du côté de la jeunesse. Donc l'éléphant vient de donner, remet en place les anciens qui doivent éduquer les jeunes jusqu'à une certaine maturité et aussi les jeunes qui doivent se former en s'appuyant un peu sur l'intelligence des anciens. Donc ce conte-là, à mon avis, rentre un peu dans le cadre de votre visite. Moi, je me considère un peu comme un ancêtre, à 85 ans que j'ai. Et puis vous êtes des jeunes Kebo, donc nous pouvons donc travailler dans le cadre de cette sagesse donnée par l'éléphant et aux anciens et aux jeunes. Et merci beaucoup. Ce conte nous ramène à l'histoire de notre pays, le Congo-Brazzaville, qui se trouve face à une difficulté, c'est-à-dire Kebo face aux trois monstres qui l'entourent. Il ne sait plus comment faire, il se pose des questions, mais je crois que vous avez essayé d'expliquer un peu ce qui est arrivé à Kebo, qui a mis son intelligence en action pour arriver à une solution. Et on a vu l'arrivée de l'éléphant. Donc j'aimerais que vous rentriez, vous puissiez mettre tout cela en exergue par rapport à la situation actuelle du Congo-Brazzaville. L'affaire Mokoko, qui se déroule aujourd'hui à Brazzaville, qui a été condamné à 20 ans de prison. Donc je vous laisse la parole. Oui, mais l'affaire Mokoko, ce n'est pas la seule affaire que le Congo a connue, la seule tragédie que le Congo a connue. L'affaire Mokoko, ça fait tant d'années après 65, même après la chute du président Youlou. Comme je l'ai dit, en 63, on a fait partir le président Youlou. Mais aujourd'hui, personne ne peut dire avec clarté qu'est-ce qui s'est passé, c'est quoi la démission du président Youlou. Personne ne peut en parler avec clarté. La chute de Massamba Deba, personne ne peut en parler avec clarté en 68. L'avènement de Marion Ngouabi en 69 comme président de la République. La mort du président Ngouabi en 77. La chute de Yombi, condamné pour haute trahison, il est resté sans jugement, ni instruction, ni jugement, en prison pendant 9-10 ans. L'avènement de Sassou, l'avènement de Lissouba, tout ça, ce sont des tragédies dans notre pays. Même quand on dit que Lissouba a été élu démocratiquement, ça aboutit à quoi? Élu démocratiquement, ça ne signifie pas que ça a donné une solution à nos problèmes, puisqu'on a eu des tragédies après l'élection de Lissouba élu démocratiquement. Nous avons eu une des plus longues guerres civiles, celle de 99, que 77. Non, 97. De 97. 97. Donc nous avons toujours des tragédies depuis l'indépendance pratiquement, depuis la chute de Youlou. Et toutes ces tragédies, on n'y réfléchit pas. Il n'y a pas de conclusion. La conférence nationale a essayé de donner une conclusion, mais tout de suite après, il y a eu la panthère Moussi qui est venue.
Donc depuis l'indépendance, nous sommes toujours dans des situations non résolues, non tranchées. Ce que nous vivons aujourd'hui, ce n'est pas inconnu. Ce que nous vivons aujourd'hui rejoint la suite du président Youlou, la suite de Massamba Deba, l'assassinat de Mwabi, la suite de Yombi, l'avènement de Sassou, la suite de Lissouba. Tout ça, c'est la même tragédie. On a fait une conférence nationale pour trouver une solution. On est retombé encore dans le bas-fond. Alors aujourd'hui, vous avez le procès Mokoko, mais ce n'est pas nouveau le procès Mokoko. Ce n'est pas nouveau. Ce n'est pas nouveau. Ça ne fait que souligner le poids de la tragédie. Ça ne fait que souligner le poids de la tragédie. Vous avez l'affaire Nsourou, plus personne ne parle de l'affaire Nsourou. Plus personne. Mais après Nsourou, c'est Mokoko. On ne sait pas combien de temps Mokoko va rester en prison. Il a été condamné à 20 ans. On ne sait pas à combien de temps quelle sera la peine de Kombi Salissa. On ne sait pas. On ne sait pas la peine qui va être, le jugement qui interviendra contre comment ça s'appelle Dabira. Contre tout ça, on ne sait pas. Maître Mbemba aussi. Maître Mbemba, c'est inscrit à l'ordre du jour. Oui, c'est inscrit. Oui, il y a aussi le dossier Maître Mbemba. Donc tout ça, ça risque d'être de tragédie. Et on peut même penser qu'après le jugement qui est intervenu contre Mokoko, on voit mal que les autres puissent être acquittés. Puisque c'est le même problème d'armes. Dabira, problème d'armes. Exactement comme Mokoko. Comment s'appelle au Kombi Salissa, c'est aussi un problème d'armes comme Mokoko. Maître Mbemba aussi, c'est la même chose, je crois, aussi un problème d'armes. Oui. Il n'y a pas eu de fait utilisation d'armes de façon claire, qu'on a pris des armes pour faire tel crime et on a tiré contre ceci. Tout ça, c'est possession d'armes, détention d'armes, détention d'armes. Alors Mokoko, ayant été condamné à 20 ans, on peut s'attendre à presque au même jugement si ce qui concerne les autres. Donc nous allons, Paul Makaya aussi, donc nous allons certainement encore à des jugements qui vont encore nous perturber la réflexion, l'intelligence. Donc si nous abordons les problèmes de Mokoko aujourd'hui, il faut en même temps avoir l'esprit sur les procès prochains qui vont venir, les 3 ou 4 procès qui vont venir. Moi je crois que le jugement Mokoko a condamné les juges, a condamné les prochains accusés. Puisque c'est la même chose. Puisque c'est la même chose, détention d'armes et non-utilisation de ces armes. C'est ça le problème. Détention et non pas utilisation de ces armes. Maître Mbemba, s'il est poursuivi pour détention d'armes, il ne les a pas utilisées. Dabira voulait faire un machin, faire descendre l'avion du président en plein vol. Il ne l'a pas fait. Donc, détention d'armes. L'autre aussi, ainsi de suite. Donc on voit très mal que les prochains jugements soient différents au point de vue solution de ce qui est arrivé dans l'affaire Mokoko. Moi je ne dis pas qu'ils sont obligés de se répéter, mais enfin, en réfléchissant, ça peut être ça. Puisque Mokoko a été poursuivi et condamné parce qu'il y a eu détention d'armes et non pas utilisation de ces armes. C'est là le procès Mokoko. Même si Mokoko dit moi je n'ai pas eu d'armes, les autres disent oui tu en as, mais il y aurait l'autre partie, il ne les a pas utilisées. Et aussi d'y avoir commandité. Aussi d'y avoir commandité. Le coup d'État, la cassette. Ce problème qui fut résolu depuis 2006. Mais oui, même s'il y avait intention, même les armes Mokoko, on discute, on ne sait pas si c'est lui qui les avait ou pas. Même le problème de la détention d'armes par Mokoko, il y a un grand débat. Le gars de l'armée, là, comment ça s'appelle, le colonel... Okoye. Le chef d'état-major. Oui, il nous a remis toutes les armes qui étaient mises à sa disposition. Maintenant, celles qu'on présente ici comme ayant été découvertes, c'est lui. Moi, je ne sais pas d'où ça vient.
Voilà un chef de l'armée qui tire une conclusion de cette manière. Et il s'arrête là. Il aurait pu dire, dites-nous d'où viennent les armes qu'on a trouvées chez Mokoko. Moi, Okoye, quand Okoye dit non, nous avons retrouvé toutes les armes qu'on lui a données, les autres armes, nous, on s'en lave les mains. Mais ça, c'est le Ponce Pilate, ça. Il aurait pu dire, mais qui a fait circuler les armes dont on parle ici au procès? Okoye ne doit pas s'arrêter à ça, en disant les armes que l'armée a données régulièrement à Mokoko ont été récupérées régulièrement. Les autres, donnez-moi un plateau d'eau, je me lave les mains, je n'en sais rien. Ça, c'est du Ponce Pilate. Ça, c'est du Ponce Pilate. Parce que si demain, il y aura quelqu'un qui sera arrêté, les gens de l'armée viendront dire non, ce ne sont pas les armes de l'armée, nous, on ne les connaît pas. Mais vous devez savoir d'où viennent ces armes que vous ne connaissez pas. Je crois que là, l'armée a capitulé devant ses responsabilités. Un chef d'état-major de l'armée qui est devant des armes que l'armée ne connaît pas, il devait se dire, mais ça vient d'où? Bon, enfin là, c'est... Je m'emballe un tout petit peu comme si j'étais au barreau, mais je crois que ça, c'est l'argument important. On devait dire, mais au cas où vous ne devez pas vous retirer en disant, on ne connaît pas ces armes. Ça, je répète, il s'est lavé les mains comme Ponce Pilate au procès de Jésus. Amenez-moi de l'eau, voilà, puis un mouchoir, moi j'ai les mains propres. Excusez-moi, maître, il y a aussi le problème de l'immunité juridictionnelle. Sassou Nguesso avait validé la candidature de Mokoko. Oui, mais oui, c'était un décret de 2001, je crois. Non, il y a le problème de décret et le problème des élections de 2016. C'est-à-dire, il y a d'abord le décret, comme on dit les avocats de Mokoko, et puis il y a aussi ce problème... La candidature de Mokoko à l'élection présidentielle. Deux problèmes sur lesquels les avocats de Mokoko auraient pu agir. Oui, mais Sassou donc savait quand Mokoko a été candidat en 2016. Il savait bien qu'il y avait un dossier contre Mokoko. Une cassette. Est-ce que ça, Sassou le savait ou ne savait-il pas? Si, puisque ça a été résolu, ça a été réglé en famille en 2016. Comme Tony Moudilou, je pense qu'il le dit aussi, que c'était une affaire qui était déjà réglée, classée même. Puisqu'il fut nommé... Après, il avait été nommé. Il a été nommé conseiller. Il est allé en Centrafrique. Donc, quelque part, le problème était résolu. Et là, oui, mais là, il faut être bien sûr, est-ce que Sassou savait très bien, avant la candidature de Mokoko à la présidentielle 2016, qu'il y avait ce dossier Mokoko de 2016. Est-ce qu'il le savait? C'est ça, un questionnement. Si, il le savait. Il a dit qu'ils avaient parlé en aparté, hein, ils avaient trouvé un compromis, qu'il effaçait cela. Ce n'était pas quelque chose qui était pour lui fatal, voilà. Donc ce n'était pas un dossier pour Sassou, l'affaire était close, cette affaire est close. Mais maintenant, il s'en sert, après avoir enterré cette affaire, il doit la déterrer pour la remettre en circulation. Mais là, pour moi j'ai un jugement sur le Sassou, c'est un renard, Sassou. C'est un homme sans foi. C'est un homme sans foi. Et les avocats de Mokoko, je crois qu'ils l'ont souligné, je ne sais pas, mais on aurait pu dire, mais le président, comment il peut déterrer une affaire qu'il avait enterrée? L'affaire date de 2006, Sassou la connaissait, il a fait des séances avec les gens pour dire, bon, cette affaire, on n'en parle plus. Mokoko se présente candidat en 2016, Sassou dit clairement qu'il a les mains propres pour être président s'il est élu. Et puis après ça, il va déterrer l'affaire pour la remettre sur la tête de Mokoko. Là, je trouve que, bon, je n'ai pas à m'étonner puisque c'est Sassou. Si c'était une autre personne que je ne connaissais pas, j'allais m'étonner. Mais ça ne m'étonne pas de Sassou. Parce que quand même, la trajectoire de Sassou, depuis qu'il est... N'oublions pas que Sassou était à la sécurité lors des événements de 65. Les massacres de Kouabou, Matsokota, mais il était à la sécurité en 65. Et tout au long, il est toujours au cœur des tragédies. Tout au long.
Donc là c'est le problème de la nation qui se pose. Vous qui avez fait droit face à cette cour, face à ces magistrats, qui ne respectent pas ce qu'ils ont appris. Oui, les magistrats, je les accuse, mais je les accuse en mettant d'abord en avant le contexte dans lequel ils ont été choisis comme magistrats, le contexte dans lequel ils siègent, le contexte dans lequel ils ont prononcé leur peine. Le contexte, c'est le pays est entre les griffes de la panthère Mbushi. C'est celui-là, c'est Sassou qui est vraiment la base de toute cette dérive-là. C'est lui, quel que soit le magistrat que vous aurez, tant que Sassou est au pouvoir, avec la personnalité dont il a fait preuve depuis qu'il est au pouvoir, il n'y aura pas un jugement que nous allons trouver assez bon comme jugement. Quelle que soit la personne qu'on va juger, mais tant que c'est Sassou qui préside à son arrestation et à sa traduction devant la justice, ce sera toujours un condamné d'avance, et un condamné lourdement. Parce que 20 ans, vous vous rendez compte, dans une affaire où il n'y a pas eu de passage véritable à l'acte. Il y a la possession d'armes, oui, c'est condamnable, mais ils ne sont pas allés plus loin. Jean-Marie Moukoko n'est pas allé plus loin à supposer qu'il ait détenu ces armes-là. Et puis se voir condamné à 20 ans. 20 ans. Alors s'il y avait un premier coup de feu, il aurait eu la tête tranchée. Mais on assiste aussi à un silence patent de toute la République, que ce soit du nord au sud, à l'est, à l'ouest. Oui, mais ça confirme ce que je viens de dire. Ça confirme ce que je viens de dire. C'est un pays qui est sous terrorisme. C'est un pays qui est sous terrorisme. Personne ne peut pousser un cri. Supposons qu'après le jugement Moukoko, des gens ont dit non, mauvais jugement, mauvaise justice. Peut-être que Sassou a donné qu'on tire dessus. Peut-être. Alors que les citoyens congolais sont libres de dire ce jugement est faux, ce jugement sont dit dans la rue, dire que c'est un jugement qu'on n'accepte pas. Mais imaginez qu'après le jugement Moukoko, s'il y avait des gens qui étaient tombés dans la rue pour dire qu'ils ne sont pas d'accord avec ce jugement, on les aurait pris pour les complices de Moukoko et puis dire peut-être au quoi et de mettre le... Bien sûr, vous avez raison. Mais il y a une petite association, Ras-le-Bol, qui sont arrêtés, oui, qui sont allés, oui, à Pointe-Noire. Ont exprimé leur désapprobation en disant libérer les prisonniers. Vous les avez arrêtés, il n'y a pas de dossier solide, le dossier est vide. Bon, le fait d'exprimer, même le citoyen lambda qui exprime son indignation, vous l'arrêtez. Donc c'est vrai, Sassou Nguesso a ramené que le fusil. Oui. Il a ramené que le fusil. Ben oui, mais le procès Moukoko confirme voilà. le Sassou depuis le début de toute sa vie politique. Ça confirme le Sassou depuis le début de sa vie politique. Comme je l'ai dit, je le répète, il était à la sécurité lorsque Kwabou Matsogota Massoemont était assassiné. C'est lui qui s'occupait de la sécurité. Il était au service de la sécurité. Lorsque les choléra ont été arrêtés pour détention, introduction d'armes dans le pays, il était à la sécurité. Et qu'est-ce qu'on a fait quand on a arrêté Kolela avec des armes au bord du Congo? Mais ils ont dit qu'il faut les amener au stade Eboué, à mort. Et moi j'étais à la justice, je ne suis pas parti. Mariam Ouabe dit, tu ne viens pas à la réunion? J'ai dit non, moi je ne peux pas venir. Ce sont des gens qu'on a arrêtés, il faut faire une procédure. Je ne peux pas, en tant que ministre de la Justice, participer à une scène d'exposition au peuple des gens qui seront peut-être condamnés ou peut-être pas arrêtés même. Moi, je n'ai aucune preuve que ces armes appartiennent à Kolela. Il faut faire une instruction, mais pas aller les exposer au parc. Sinon, le jugement qui viendra demain, il n'aura aucun sens. Le ministre de la Justice participant à la fête au stade de Boule. Maria Ouabe avait compris.
Maître, nous vous remercions de nous avoir reçus chez vous. Et suite à cet entretien que nous avions eu, qui a été très très fructueux, nous en sortons la tête pleine véritablement, et espérons que ceux qui la visualiseront trouveront une réponse à leur questionnement, parce que les questions qu'on se pose, c'est aussi celles aussi se posent les autres. Donc pour conclure, je vous donne la parole en guise de conclusion, parce que nous avons aussi la route à prendre. Donc merci en tout cas, puis que vous remerciez au nom du président. Merci beaucoup. Ah oui. Ben oui, comme vient de le dire le porte-parole du APIC, donc en même temps vice-président. Franchement, nous sommes très ravis. Et il nous fallait quand même cet éclaircissement. Parce qu'il y a longtemps qu'on se posait beaucoup de questions. Et il y en a même d'autres qui vont même être illuminés par rapport à ce que vous nous avez dit. Comme vous nous avez dit déjà, il faut un passé, un présent et le futur pour stabiliser les situations, dirais-je. Donc, une fois, je ne serai pas très long. C'est juste vous dire merci vraiment. Merci maître. Merci doyen. Merci le patriarche. Et peut-être à très bientôt. Merci. Merci beaucoup, jeunes gens. Vous m'avez donné un titre de doyen. J'avais un ami au barreau de Nancy qui me disait qu'il y a des titres qui ne se refusent pas. Lorsqu'on est doyen, on ne peut pas dire non, c'est trop lourd, non. Si vous avez plus de 70 ans, 80, 85 ans, 90, vous êtes obligé d'être doyen, comme autant des ancêtres aussi, au Mbongi, au foyer. Lorsque vous êtes né, cheveux blancs et tout, vous ne pouvez pas dire que je ne connais pas le problème que vous me soulevez, je ne connais pas ceci. Donc, effectivement, il y a des titres qui ne se refusent pas. Tu sors avec une dame ou pas excusez-moi, je parle non, c'est bon. Vous avez une dame qui a un gosse, vous êtes obligé d'être papa. Vous avez des années, vous êtes obligé d'accepter que vous êtes doyen. Et moi, je suis très fier que vous, les jeunes qui m'appelez doyen, vous soyez déjà des adultes très conscients, très responsables. Vous êtes de Kebo. C'est un homme à intelligence foudroyante, mais qui on a dit, il faut contrôler ton intelligence foudroyante. Sinon, tu vas brûler toutes les savanes, toutes les cases et tout, il faut donc contrôler. Je crois que c'est dans ce cadre que vous êtes venus pour qu'on discute, pour que les vieux que je suis, les doyens que je suis, je vous entende, et puis moi aussi, que je vous dise un peu ce que j'ai comme une certaine expérience historique, c'est-à-dire que les faits vécus donnés par l'histoire. Notre pays est indépendant depuis 60, mais que de faits qui nous imposent à y réfléchir. Des faits qui ne sont pas encore dans l'histoire, c'est-à-dire que des faits bien stabilisés. Il manque de clarté à ces faits pour que ça puisse aider les autres générations, pour que les faits soient véritablement historiques, c'est-à-dire que chacun vienne se ressourcer auprès de ces faits. Lorsque vous avez des faits qui ne sont pas solutionnés, vous avez une source troublante, on ne peut pas venir boire de l'eau à une source qui est toujours, qui tourne, l'eau boueuse et tout. Donc l'eau de source, pour qu'elle soit une eau de source, il ne s'agit pas seulement qu'elle coule de quelque part, mais qu'elle soit aussi claire.
C'est pourquoi vous devez connaître l'histoire de notre pays, il faut chercher à la connaître. Et puis si ceux qui cherchent et les vieux sont fatigués, vous devez prendre le chemin de la recherche pour trouver la solution. Et de génération en génération. Peut-être jusqu'à ce que ce soit comme dans la Bible, tous les prophètes arrivent, chacun disparaît, tous les prophètes arrivent, jusqu'à ce que le véritable prophète définitif arrive. Peut-être, mais enfin, il faut ça. Moi, je suis donc très heureux que vous ayez eu cette initiative de venir auprès du vieux que je suis avec votre lumière, vos lumières de Kebo, de jeunesse. Et puis moi, j'essaye peut-être d'aider un peu à canaliser cette intelligence brillante par l'âge que je suis, un peu de tempérament dans les conseils. Dans les conseils, il faut savoir bien marcher. Parce que dans l'histoire de Kebo dont je vous ai parlé, il y a une partie que je n'ai pas soulignée. C'est la partie de l'éléphant. Quand l'éléphant ramène Kebo dans le village, tout le monde était tellement joyeux. On a sorti de tam-tam, on a dansé tout. Et puis l'éléphant, pourtant, signe d'intelligence, de contrôle, de majesté, a été emporté par le tam-tam de joie. Et l'éléphant s'est mis à danser avec toute sa violence. Et puis il y a les gens qui ont chanté à l'éléphant en disant « Jarinzo, tu es éléphant, tu es très lourd, danse doucement. » Parce que sinon, si tu t'emportes, l'éléphant qui était pourtant emballé par les beaux tam-tams a compris ensuite qu'il ne fallait pas laisser exploser sa joie. Donc vous devez vous maîtriser pour aider ceux qui n'ont pas encore compris ce que vous avez déjà compris. Il ne faut pas les critiquer, il ne faut pas leur dire vous n'êtes pas ceci, vous n'êtes pas ceci. Il faut les aider à ce qu'ils deviennent des Kebo. S'ils n'ont pas eu la puissance de Kebo à la naissance, vous devez les aider à l'avoir en vous écoutant par votre enseignement. Et c'est à partir de là que vous allez rassembler le Congo de demain, faire briller le Congo de demain. Et comme on a eu dans notre histoire des gens qui ont été brillants dans notre histoire, il faut se rappeler de ça. Donc si vous voulez, il y a encore un renvoi à d'autres séances, à d'autres formations, à d'autres contacts avec d'autres personnes. Parce que Maître Moudileno Massengo, c'est pas... Je suis un des doyens. Je suis un des doyens. Il y a dans nos pays et dans nos villages des vieux qui pourront peut-être aussi vous donner de sagesse à leur niveau, de sagesse très profonde à leur niveau. Donc vous avez la mission en fait de prophète, comme on lit dans la Bible. Vous êtes des paroles de résurrection, de paroles, vous devez rassembler autour de vous pour que demain vous puissiez commander, vous pouvez diriger le pays. Moi en tout cas j'ai espoir que à partir de vos élans, parce qu'avant d'arriver ici vous avez déjà des élans à Paris, à partir de vos élans connus, je forme l'espoir que vous soyez demain capables d'être parmi ceux qui vont relever notre pays, unifier toutes les intelligences et unifier tous les cœurs pour que notre pays puisse ressembler un peu aux autres pays indépendants d'Afrique. Vous voyez comme le Sénégal qui brille, et regardez d'autres pays qui brillent, et que nous sommes en train de reculer. Nous sommes en train de reculer. Donc voilà l'espoir que j'ai fait. J'espère aussi qu'un jour ou une autre fois on se reverra pour approfondir votre montée en intelligence. Parce qu'aussi dans le conte de Kebo, ce qu'on n'a pas, on n'a pas dit comment Kebo s'est assoupli, comment son intelligence n'a pas aveuglé, comment il n'avait pas une intelligence aveuglante. Parce que si votre intelligence est trop aveuglante, il n'y aura personne pour vous écouter, pour vous regarder. L'intelligence aussi, c'est être donné de puissance et de communication de l'intelligence aux autres. Mais si tu arrives comme la foudre, tu ne communiques avec personne.
tu éclaires, en fait, c'est un éclairage d'aveuglement. Quand la foudre éclate dans le village, tout le monde baisse les yeux. Donc communiquez aux autres votre intelligence, votre volonté de sauver le Congo dans l'unité. Voilà ce que je m'arrête pour aujourd'hui et merci beaucoup d'être venu au pays de Jeanne d'Arc. Merci. Je remercie tous les doyens qui m'ont précédé effectivement. C'est une journée vraiment effectivement qui est fructueuse auprès de l'APIC. En tant que secrétaire général de l'APIC, je suis fier de ce vieux. Parce que vous voyez effectivement que avec son temps, avec son âge, il reçoit la jeunesse pour transmettre le flambeau de demain aux jeunes. Ça fait vraiment plaisir. Je vous remercie, vieux. Continuez ainsi. Merci. Je n'ai pas beaucoup de choses à dire, mais ce que je souhaite à Maître, bonne santé et longue vie. Qui est notre doyen. Ouais. Il y a Dieudonné aussi. Tu vois, tous les trois du MPC, nous y sommes. Nous avons accompagné nos frères qui sont venus nous rendre une grande visite de courtoisie. Et là, nous concluons que le débat était bon. Et puis voilà, je ne suis que réjoui de cela. Donc je pense que nous allons avec ce travail en commun que nous faisons avec APIC, va continuer et va porter ses fruits dans l'avenir. Voilà, donc j'avais que ce mot à dire. Je passe à ta main. C'est juste pour ajouter que ce n'est qu'un début, mais le début par son déroulement, il annonce déjà les suites que nous aurons à venir rencontrer notre doyen ici à Nancy. C'est un combat qui vient très très loin, de loin. Tout à l'heure, je vous regardais, je me disais au fond de moi-même quelle est cette petite joie qui m'anime. Parce que quand nous avons commencé ce combat, à notre époque, avec le jeune Fernand, nous étions sous la place de Paris, des pestiférés. Quelle moquerie contre Fernand. On nous regarde de travers, mais qu'est-ce que vous faites? Occupez-vous de vos enfants. Les enfants sont aujourd'hui grands, mais ce combat-là, on le continue. Et nous sommes très fiers déjà de sentir que la relève aussi se prépare de ce combat-là. Tout à l'heure, le doyen parlait des prophètes, mais il y en aura. Le combat, il est lent. En tout cas, mon dernier mot, c'est de vous souhaiter bonne chance pour ce long chemin. Bonne chance. L'association APIC qui s'est déplacée avec tout son matériel pour venir à Nancy. Et j'espère que la publication de cette vidéo fera en sorte que ceux qui se posent des questions, ceux qui souvent se demandent pourquoi il y a cela, pourquoi conférence nationale, pourquoi on parle de l'objectif, trouveront des réponses. Et je veux que ça soit bénéfique pour la jeunesse congolaise. Parce que beaucoup de jeunes se posent des questions et ils n'ont pas, par la propagande politique déversée à Brazzaville, ils n'ont pas compris beaucoup de choses. Et notamment ce travail que fait APIC va leur permettre d'en savoir un peu plus. Donc, nous remercions directement au doyen, Maître Boudilé Nomassé, qui vous a parlé déjà de Nancy, la ville de Jeanne d'Arc, et nous on a ajouté, c'était pas vite chez nous. Donc quand vous faites le lien, l'histoire va continuer et continuera. Et cette lutte, quand on dit la démocratie, elle est là, elle n'est pas figée. Le concept de démocratie est toujours à travailler tout le temps et tous les jours. Donc, merci, doyen.